Je vais passer la parole à Michel Crua, qui a été membre de la communauté bénévole lors de rencontres condamnées victimes et rencontres détenues victimes. Donc, elle va nous parler de ce que c'est. Oui, bonsoir à tous. Marion et Noémie ont parlé de ce qu'était la médiation restaurative. Moi, je vais vous parler plutôt des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes, sachant que c'est pas très différent. Hein, ce sont deux sigles qui regroupent deux démarches qui sont différentes de celles qui viennent d'être évoquées, dans la mesure où ça va être un groupe un petit peu plus large, hein, puisqu'il y aura 3 ou 4 victimes, 3 ou 4 auteurs, en tout cas le même nombre autour de la table, 2 animatrices et 2 membres de la communauté. Et donc, moi, c'est en tant que membre de la communauté que je peux témoigner de ce que j'ai vu. Donc, ce qui est un petit peu différent, bon, c'est là aussi, enfin, ce n'est pas différent, c'est un espace de parole où les gens vont pouvoir dire ce qu'ils n'ont pas nécessairement pu dire au moment d'un procès, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment eux qui ont la parole. Mais là, ce ne sera pas un tête-à-tête, puisque les gens sont concernés par le même genre d'affaires, mais pas la même affaire. Ce qui est quand même quelque chose de tout à fait important. Et les membres de la communauté, qui sont 2, sont là pour représenter la société civile, même s'ils ne parlent pas au nom de la société, ils parlent en leur propre nom, et ils attestent de l'intérêt que porte la société à ce genre de démarche. Alors, je ne vais pas différencier au cours de ce que je vais dire les rencontres détenues victimes ou condamnées victimes, étant donné que la seule réelle différence, c'est que c'est l'endroit où vont se passer les rencontres. Les rencontres entre condamnés victimes, étant donné que les gens sont libres, ça va se passer dans un lieu assez anonyme, genre maison des associations, alors que les rencontres détenues victimes vont se passer en prison. Ça a quand même un impact non négligeable dans le sens où les victimes vont être obligées d'entrer en détention. Le fait d'entrer en détention, de passer sous les portiques, de côtoyer des détenus est impressionnant, fait peur et va demander un effort qu'il ne faut surtout pas oublier de la part des victimes. Donc moi, j'ai eu la chance de participer à 3 rencontres. Une RCV dans le cadre des accidents de la circulation en 2016 à Créteil. Une autre en fin 2018 sur des agressions avec violence à Liancourt, dans l'Oise. Et une dernière rencontre détenue victime à Melun, dans le cadre d'infractions à caractère sexuel. Vous voyez, donc ce sont des thématiques complètement différentes, mais on va retrouver beaucoup de choses assez proches dans le déroulé des rencontres. Je rappelle donc rapidement mon propre parcours, hein, comment est-ce que je suis devenue membre de la communauté. En 2015, un article de presse sur ce qui s'est passé à Poissy m'intéresse, me donne envie d'en savoir plus, moi qui suis visiteuse de prison depuis 2010. En 2016, j'ai la chance de pouvoir participer aux journées de sensibilisation de l'IFJR. Et en juin 2016, je participe à la formation Devenir membre de la communauté organisée par l'INAVEM et l'IFJR. C'est une formation de 3 jours où on nous explique ce que peut être ou ce que surtout ne doit pas être un membre de la communauté, hein, puisque le rôle du membre de la communauté est quand même un rôle tout petit, mais
pas complètement inutile, en tout cas, espérons-le. Donc, le membre de la communauté doit surtout ne pas être un voyeur, c'est-à-dire qu'il doit s'intégrer, se faire accepter par le groupe, et il doit essayer d'offrir toute la bienveillance possible et ne pas interférer dans ce que les participants souhaitent. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. On ne doit pas, c'est pas nous qui devons projeter quelque chose. On doit laisser les participants dire ce qu'ils ont à dire. Voilà, donc j'étais un petit peu perturbée après cette formation en me demandant si j'étais capable d'endosser cette responsabilité. Ben, je n'ai pas eu le temps de me poser beaucoup de questions parce qu'on m'a très rapidement proposé de faire partie d'une rencontre condamnée victime à Créteil sur les infractions de la route, et finalement j'ai tout de suite dit oui. J'ai sauté dans le grand bain et j'ai signé un engagement auprès de l'APCARS qui propose une charte de collaborateurs bénévoles de justice restaurative. Donc on a bien sûr un casier judiciaire vierge, on fait preuve de probité, d'impartialité, pardon, excusez-moi, de sens civique. On est formé, évidemment, et à ce moment-là, on accepte la responsabilité de représenter symboliquement la société civile. Et on doit aider les participants, enfin surtout les auteurs, à prendre conscience de la responsabilité de leur acte. Et donc, avant que la rencontre ne se déroule, il y a un certain nombre il y a même un long travail de la part des animatrices qui vont recevoir d'une part les auteurs et les victimes en entretien individuel afin de bien les connaître, de bien comprendre leur motivation, leur degré de maturité, j'allais dire, pour être capable d'affronter la rencontre et établir avec eux une relation de confiance qui est absolument indispensable. Et il va y avoir aussi un certain nombre de rencontres formelles ou informelles avec les membres de la communauté pour que l'équipe fonctionne. Parce que la rencontre fonctionnera d'autant mieux que les animateurs et les membres de la communauté constitueront une équipe. Donc, la première phase, disons, de la rencontre va être une rencontre en groupe séparé, c'est-à-dire que les animateurs, ou je dirais animatrices, parce que je ne connais pas d'animateurs, je n'ai vu que des animatrices, donc je vais plus souvent dire animatrices. Je m'en excuse s'il y a des animateurs. Donc, mettre en contact d'une part les auteurs et les membres de la communauté, et d'autre part les victimes et les membres de la communauté dans une réunion séparée. Et lors de cette première prise de contact, il y a aussi la présence d'une psychologue qui pourra être contactée par les auteurs ou par les victimes en cas de besoin pendant le déroulement de la session. Voilà, donc ça y est, tout le monde au moins, ne se connaît pas vraiment, mais tout le monde s'est rencontré et on est prêt pour la première rencontre plénière. Donc, les lieux sont connus, ont été acceptés, les places dans le cercle que l'on va faire sont reconnues, puisque les victimes et les auteurs ne doivent pas être l'un à côté de l'autre. Donc, ça va être les membres de la communauté qui vont faire l'état tampon entre le groupe des victimes et le groupe
des auteurs. Il est aussi convenu que pour cette première rencontre, les victimes et les auteurs ne se serreront pas la main pour ne pas forcer les choses. Voilà, donc tout le monde est en place, les victimes sont installées et les auteurs arrivent. Et alors là, c'est un moment de tension, de grande inquiétude, et on sent bien que tout le monde est sur la défensive. Il y a un petit moment d'électricité qui est là. Alors heureusement, de temps en temps, il y a un jeune auteur un petit peu étourdi qui oublie d'arrêter de serrer les mains après avoir salué les membres de la communauté et les animatrices et qui continue à serrer les mains aux victimes. Et on se trouve avec quelqu'un qui avait juré ses grands dieux de ne jamais le faire, bien sûr, et qui se retrouve à avoir serré la main d'un auteur. Puis finalement, passé le moment de surprise, la personne se trouve très très fière d'avoir été capable d'emblée, comme ça, d'avoir surmonté ses frayeurs. C'est un moment assez drôle d'ailleurs. Donc la glace n'est pas vraiment rompue, mais elle est tout petit peu fissurée, un petit peu fissurée quand même. Donc la séance a commencé. Les animatrices, de façon très professionnelle, rappellent le cadre, le respect de la parole de l'autre, de la bienveillance, les horaires qui doivent être bien entendu respectés. On essaie d'amener les participants à définir les objectifs qu'ils se sont fixés au cours de cette rencontre. Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher? On l'écrit sur un paperboard qui sera réutilisé ultérieurement pour que ça reste en mémoire des uns et des autres. Et on propose aux participants un bâton de parole qui va permettre j'allais dire une parole partagée. Alors ça, dans un premier temps, ça paraît un petit peu bêta, ce bâton de parole, et en fait, il s'avère que c'est quelque chose d'assez utile, et ça fonctionne vraiment bien. Je dois dire tout mon étonnement à ce propos. Voilà, donc à la pause, puisque au milieu des 3 heures de la rencontre, il y a une petite pause autour d'un café, éventuellement de petits gâteaux. On sent déjà une atmosphère un tout petit peu moins tendue. Les plus courageux vont vers les autres. Et on essaie d'animer une conversation qui n'a pas de rapport avec le sujet. Ça, c'est un peu plus difficile de faire que les gens échangent sur d'autres choses que ce qui les anime à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que les membres de la communauté peuvent avoir une action qui sera au moins plus visible, puisque pour décharger d'un certain nombre de problèmes matériels les animatrices, on va donner un coup de main pour la collation, on va accompagner quelqu'un pour fumer une cigarette si on est à l'extérieur, on va accompagner aux toilettes aussi. Et tout ça, ces petits gestes absolument infimes sont quand même importants parce qu'ils ont pour but que les participants ne se sentent pas abandonnés, qu'il n'y ait pas de moment de solitude, et c'est une façon de leur montrer notre soutien entre guillemets. Donc après la pause, la réunion reprend de façon plus calme et en général plus détendue. Et il y a là un certain nombre de constatations que l'on peut faire de façon générale. C'est que les victimes se rendent très vite compte qu'elles n'ont pas des monstres en face d'elles plutôt. Et les auteurs qui étaient très inquiets de la façon dont ils allaient être accueillis se rendent compte qu'ils ne sont pas mal accueillis
et que ce ne sont pas des gens dans la colère qu'ils ont en face d'eux, mais plutôt des gens qui sont en demande de compréhension, comme ça a déjà été évoqué précédemment. Et les gens constatent que on peut s'écouter les uns les autres, on peut donc se respecter, être bienveillant, et dans ce climat, on a l'impression que la sincérité peut éclore plus facilement. Chacun se reconnaît, est reconnu et respecté, et comme être humain. Et c'est vraiment ce qui se passe au moment des rencontres. C'est que des gens qui sont des individus qui sont dans un rôle, entre guillemets, de victime et d'auteur, là, se disent que finalement, ils ont quand même un point commun absolument essentiel, c'est le fait d'être des êtres humains. Les auteurs prennent conscience de la souffrance qu'ils ont infligée, que très souvent, ils ont complètement ignorée, complètement occultée. Et que cette souffrance peut être physique, évidemment, mais morale. Et ça, c'est en général une dimension qu'ils n'avaient pas vraiment perçue. Et cette prise de conscience les aide à se responsabiliser, parce qu'ils se rendent compte vraiment de l'étendue des dégâts qu'ils ont pu provoquer. Et les victimes découvrent aussi qu'il y a une souffrance de la part des auteurs qui est liée à la culpabilité, qui est extrêmement forte. Les gens qui s'engagent dans une démarche de justice restaurative reconnaissent leur acte et en général se sentent quand même très responsables et avec un fort sentiment de culpabilité. Donc, à la fin de la rencontre, c'est-à-dire à peu près 3 heures après, on fait un bilan par groupe séparé, donc les victimes d'un côté, les auteurs de l'autre, accompagnés d'un animateur et d'un membre de la communauté. Et pouf, soulagement, la première rencontre s'est en général plutôt bien passée, et on a hâte d'être à la semaine suivante et de continuer l'aventure. Après le départ des participants, quand même, les animateurs et les membres de la communauté font un petit débriefing. On essaye de voir les lignes de force, les faiblesses, quelles améliorations on pourrait apporter pour un meilleur déroulement des choses. Éventuellement, une fiche de synthèse peut être rédigée par les animateurs et les membres de la communauté pour échanger des impressions et garder une petite trace de ce qui s'est passé. Et dans un certain nombre de cas, quand les animatrices essayent de faire participer au maximum les membres de la communauté, il peut y avoir des briefings téléphoniques avec la personne qui supervise au niveau de l'IFJR. Et là encore, c'est un plus pour les membres de la communauté qui se sentent vraiment faire partie de l'équipe. Donc là, une semaine plus tard, le groupe se retrouve. Là, en général, on ne sent plus deux groupes bien distincts qui savent pas très bien sur quel pied danser, mais un groupe qui est en train de se constituer. On est accueilli par un petit café, donc tout ça, ça met du liant, les gens parlent, et la réunion peut commencer par la météo, c'est-à-dire le questionnement, comment s'est passée votre semaine, avant d'approfondir les thèmes qui ont été abordés la semaine précédente. Bon, il faut reconnaître que le phénomène de sympathisation, si on peut dire, entre les victimes et les auteurs est un petit peu moins vrai, même pas vrai,
quand il s'agit d'infractions sexuelles. Hein. Là, moi, je n'ai pas senti un rapprochement très, très marqué dans le cadre de cette rencontre-là. Michel, Voilà. je Oui. suis désolée, je suis obligée de vous demander peut-être de conclure ou parce qu'on Voilà. a le temps Je, qui coule. je suis très longue. Bon, alors, je voulais dire qu'il y avait des grands moments d'émotion, hein, quand des gens arrivent à dire des choses qu'ils n'ont jamais pu dire, des moments d'inquiétude quand un participant va mal, des fois d'interrogation quand il y a des flots de colère qui sont, qu'on n'arrive pas à tarir. Mais bon, au bout du compte, à la fin de la rencontre, hein, j'ai beaucoup rétréci les choses, les gens, même si ils se rendent compte qu'il n'y aura pas, il n'y a pas eu une baguette magique là, qui est tout remis à plat, les gens considèrent qu'ils vont mieux. Globalement, ils se sentent moins stressés, ils dorment mieux, ils ont mieux compris un certain nombre de choses et ils ont le sentiment d'avoir été écoutés et ça, c'est vraiment et reconnu et ça, c'est vraiment strictement primordial. Donc, bon, le rôle des membres de la communauté là-dedans, c'est d'être très, très, très discret, d'être humble, mais en même temps d'avoir le sentiment qu'on fait vraiment partie d'un groupe et qu'on a été accepté par ce groupe. Des fois, le fait que quelqu'un nous regarde de façon très précise quand il parle aide à se sentir vraiment justifié dans ce rôle-là et on a l'impression d'avoir rempli notre mission et de se dire que ça justifiait vraiment l'investissement en temps, puisque c'est quand même un gros investissement en temps, et l'investissement psychique que ça représente. Voilà. Et alors, je voulais finir en vous montrant un magnifique petit cadeau, puisqu'il y a des petits cadeaux en fin de rencontre. Donc ça, c'est un petit cadeau qui a été, j'essaie de le montrer à la caméra, c'est une victime qui a offert ces petites choses-là, qui étaient un petit panier avec des œufs de Pâques, avec une belle phrase « Je souhaite que ce difficile chemin te mène vers une magnifique destination ». Et je vais demander à Cali si elle peut montrer la photo de ce qui a été fait tout à fait à la fin de la rencontre à Liancourt, où tous les participants ont trempé leurs mains dans la peinture et ont mis leurs mains sur une feuille de papier. Et je trouve que c'est tout à fait représentatif de ce que peut être une rencontre. Et c'est vraiment, ça a été un moment où on s'est beaucoup amusé et un moment très, très, très marquant. On n'avait vraiment pas envie de se séparer à ce moment-là. Bon, voilà, j'ai été un petit peu longue, excusez-moi, mais j'étais portée par le sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et puis, je comprends, pour avoir été moi-même dans cette position, ça rappelle beaucoup de très bons souvenirs.